Une ouverture pour l'art est une association créée par des artistes. Nous réalisons des podcasts d'entretien avec des acteurs du monde de l'art. Les liens utiles se trouvent sous nos vidéos. Bonne écoute, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager. Interview d'Alan Ryan par Blandine Girard. Bonjour Alan. Bonjour. J'ai eu l'occasion de rencontrer votre collectif cet été Place des Arts à Besançon. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de vous? Donc, vous vous présentez comme auteur, compositeur, interprète, metteur en scène, plasticien et également intervenant dans des ateliers d'écriture et d'art dramatique. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Ça fait beaucoup de titres, j'en ai conscience. Moi, je dirais pour résumer tout ça, enfin, quelqu'un m'a dit récemment, et j'ai trouvé la formule intéressante, artiste pluriel. Au départ, je suis auteur, compositeur, interprète. Mais au fil du temps et des rencontres, surtout des rencontres, mon travail est parti un peu sur les côtés aussi. Et j'ai développé d'autres activités, mais je crois que c'est vraiment les rencontres qui permettent d'aller plus loin, d'aller observer, d'aller rechercher d'autres médiums. L'écriture était déjà là dans la partie auteur, compositeur, interprète, puisque j'ai toujours écrit mes chansons depuis l'âge de 16 ans, je crois. Et du coup, l'écriture de livres, de romans ou autres s'est imposée assez rapidement. La partie plasticienne sur mon travail photo et mon travail d'illustrateur, c'est très récent, on va dire, c'est sur ces 10 dernières années et notamment tout ce qui est dessin d'illustration ou de la peinture sur des vinyles, ça c'est vraiment depuis 2020. Donc, c'est vraiment des activités très récentes. Et puis après, le théâtre, le théâtre, ça a toujours été dans ma vie puisque je suis issu du Conservatoire d'art dramatique de Dijon au départ, où j'ai fait mes classes en tant que comédien, mais j'ai travaillé longtemps en tant que comédien de théâtre, mais très vite, je suis allé vers la mise en scène parce que ce mode d'expression-là, ce travail-là, l'idée de coacher une équipe me plaisait davantage plutôt que d'être sur scène pour jouer. D'accord. Nous allons parler du collectif Lauréamont. Ce collectif existe depuis 1998, c'est ça? Oui, le collectif a été créé en 98 par Sylvie Dequimpe et moi-même à l'époque. Alors au départ, c'était une structure qui était là pour produire mon travail d'artiste. Et en 2007, j'ai complètement repensé cette structure-là pour en faire justement un collectif d'artistes. C'est-à-dire que là où avant, la structure associative venait produire uniquement mon travail, elle s'est ouverte en 2007 vers d'autres artistes. L'idée de cela, c'était de travailler sur la mutualisation. C'est-à-dire que de 98 à 2005, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire en travaillant dans plusieurs médiums artistiques, on s'est tous retrouvés et on était un peu seuls, isolés dans son coin et on se disait qu'on galérait un peu tous, chacun de son côté. Donc l'idée, c'était de rassembler plusieurs artistes au sein d'une structure. Alors plusieurs artistes qui ont des compétences différentes, qui un tel va savoir faire ce que l'autre ne sait pas faire et ensemble, on va pouvoir créer des choses et monter des projets. Et donc, l'idée, voilà, c'était de mutualiser les compétences, mutualiser toute la partie matérielle, faire en sorte que cette structure puisse aussi faire tout le travail de démarchage pour trouver des dates à chacun, trouver des projets. D'accord. J'ai une question un peu technique pour nos auditeurs. Vous vous présentez donc comme un collectif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la différence entre le collectif, l'association? Alors, Donc, nous, en fait, c'est très simple. La forme de cette structure, le collectif Lauréamont, c'est une association. Nous, on a choisi la forme associative depuis toujours. L'idée qu'on soit un collectif, c'est, comme je viens d'expliquer à l'instant, c'est uniquement par le fait que on regroupe plusieurs artistes et plusieurs médiums, plusieurs activités au sein d'une seule structure. En fait. Pour qu'un artiste puisse intégrer le collectif, il faut qu'il accepte d'animer des ateliers auprès des publics en difficulté dans son domaine de prédilection. Moi, par exemple, j'anime des ateliers théâtre et des ateliers écriture. On a un plasticien qui anime des ateliers art plastique, un magicien qui anime des ateliers magie, et etc. Si un artiste veut faire partie de notre collectif, le collectif va produire son travail d'artiste, va lui trouver des dates, trouver des projets, mais il faut également qu'il accepte d'animer des ateliers auprès des publics. d'accord.
Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les artistes du collectif actuel, en fait? Et les grandes lignes de vos actions? J'ai vu que vous évoquiez le Printemps des poètes, une action de médiation culturelle donc, les éditions, les ateliers culturels, donc vous l'avez évoqué. Voilà, donc pour commencer, peut-être que vous pouvez nous présenter un petit peu les artistes de manière un peu plus détaillée? Oui, 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 Voilà. bien sûr. Alors, au sein du collectif, on a un plasticien qui est peintre et illustrateur qui s'appelle Mathieu Louvrier. Donc Mathieu, lui, il est issu de l'École des Beaux-Arts de Dijon et il a une grande expérience sur tout ce qui est art plastique en général. Il a également une très grosse expérience auprès des publics en difficulté, puisqu'il a géré un temps, il y a assez longtemps, une galerie d'art pour personnes handicapées sur Dijon. Donc lui, il a tout un pan de travail sur l'illustration et notamment côté édition, et puis son travail de peinture, et il anime les ateliers art plastique auprès des publics, et en particulier des publics en difficulté au sein de notre collectif. Après, on a Cyril Decoeur. Cyril Decoeur, c'est un magicien. C'est une activité qu'on a développée assez tardivement dans la structure parce qu'il y avait une forte demande. Cyril, lui, eh bien, il dispense des spectacles de magie close-up. La magie close-up, c'est une magie de proximité. C'est pas un magicien qui est sur scène avec le public en arrière. C'est un magicien qui va au cœur du public, qui fait des tours. Il peut avoir du public tout autour de lui, rien ne se voit. Voilà, c'est vraiment très interactif. Il anime également des ateliers magie au sein du collectif. Après, nous avons dans le collectif Christine Brioul. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que Christine ne vit pas à Dijon, elle vit à Saint-Omer, dans le nord de la France. Elle a créé son propre collectif là-bas à Saint-Omer qui fonctionne exactement comme notre collectif. On s'est rencontrés il y a presque 20 ans, je crois. Et nos deux collectifs, en fait, ont décidé de travailler communément entre Dijon et Saint-Omer, de faire des échanges culturels entre Saint-Omer et Dijon. Et Christine, elle, a intégré notre collectif. Elle fait de la photo, elle fait de la sculpture, elle fait du dessin, elle fait beaucoup de céramique. Et elle anime également des ateliers, mais là-bas à Saint-Omer. Ensuite, on a Bernard Magnin qui est musicien, compositeur, principalement pianiste, et qui travaille beaucoup avec moi justement pour mes concerts, pour mes créations musicales, et qui nous accompagne pour tout ce qui est volet spectacle vivant côté musique. Lucien Tramontana, qui est auteur et illustrateur, et qui passe sur Dijon, il est sur Bar-le-Duc. Pour l'instant, il travaille avec nous sur de l'illustration, il expose son travail avec nous. Et il va sortir très prochainement un livre sur lequel il a travaillé côté texte et côté illustration. Et puis, je crois qu'on pourrait, alors elle n'est pas encore mentionnée sur le site internet, mais il y a une comédienne qui s'appelle Carole Toulouse-Clerget, qui, elle, est comédienne et a le souhait d'animer des ateliers théâtre également. Voilà un peu les artistes. Alors là, j'ai présenté les artistes. Il faudrait que je dise que quand même derrière, il y a d'autres personnes, bien évidemment, qui Mmh. travaillent dans l'ombre, qui sont également citées sur le site internet. Sylvie Dequin, qui a créé la structure et qui l'administre à mes côtés. Il y a des bénévoles, enfin pas mal de personnes qui travaillent dans l'ombre à nos côtés. Les activités du collectif, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'un côté tout ce qui va être animation d'ateliers. Et au sein de ce volet-là, en fait, on développe des projets socioculturels. On a une grosse implication sur Dijon et en Bourgogne sur des ateliers auprès des personnes en difficulté. On essaie, on tente, parce qu'on croit en cela, d'aider les gens et de régler certaines problématiques par le biais d'une pratique artistique et culturelle. Donc, on va intervenir par exemple auprès d'enfants en difficulté psy au milieu scolaire. Ça va passer par tout ce qui est difficulté sociale dans les quartiers prioritaires. Et ça va aller jusqu'à des publics seniors en unité Alzheimer. Voilà, donc avec des ateliers art plastique, théâtre, magie, écriture, on va venir en fait soutenir, aider des gens, leur apprendre une nouvelle pratique culturelle, artistique et tenter par ce biais-là de les aider, de résoudre des problématiques identifiées. Et après, en termes d'activité, on a tout ce qui est volet artistique.
donc les spectacles vivants, magie, des concerts, des créations théâtrales. On a également beaucoup d'expositions, des expositions photos, peintures, illustrations, céramique, enfin le travail de tous les artistes du collectif. On organise chaque année 2 à 6 expositions à Dijon et en Bourgogne. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, ça c'est tout nouveau, on lance à partir du 1er octobre un nouveau volet d'activité, c'est la partie édition. Depuis 10 ans, moi j'ai travaillé beaucoup dans ce milieu-là, aux côtés tout d'abord des éditions Mutine, où j'ai beaucoup appris, aux côtés de Marie-Thérèse Mutin, qui est très connue ici en Bourgogne en tant qu'éditrice et auteure. Et ensuite, aux côtés de l'Atelier des Noyers, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, je crois, et on travaille encore ensemble sur certains projets. Et du coup, on avait le souhait, avec Mathieu Louvrier, depuis 4-5 ans déjà, d'ouvrir un volet édition, travailler là-dessus. Et là, c'est chose faite, puisque la maison d'édition sera lancée à partir du 1er octobre. Et nous avons déjà quelques salons du livre à Paris, Colmar, Besançon, Dijon, enfin voilà, où on va présenter pour la première fois nos publications. Donc là, ce sera 4, alors c'est une petite production, une petite économie, comme on dit, de 4 à 6 parutions par an. Et là, on va éditer des petits livres, des petits formats, livres d'artistes, Leporello, romans nouvelles, des livres illustrés, textes et images, et des livres jeunesse. Voilà un peu pour toutes ces activités. Et ce sont des éditions d'artistes du collectif ou c'est plus Ah ouvert? non. Alors, il y aura certains artistes du collectif, évidemment, qui vont sortir quelques titres, mais ça n'est pas exclusivement et surtout pas exclusivement pour les artistes du collectif. C'est quelque chose de totalement ouvert. C'est une maison d'édition comme toutes les maisons d'édition où on va éditer et sortir des auteurs et des illustrateurs autres que ceux du collectif. On a, alors là, pour cet automne, il y a 4 premiers titres qui vont sortir. Et je sais que pour 2023, on a déjà 3-4 projets avec des artistes qui ne sont pas du tout issus du collectif. Cette partie-là, c'est vraiment quelque chose de nouveau chez nous, mais quelque chose qu'on travaille depuis 4-5 ans, qu'on a pensé, réfléchi. La ligne éditoriale, c'est le format. Ceux qui viendront à notre rencontre pourront regarder ça. C'est chaque petit livre rentre dans un format de départ. C'est quelque chose de très vivant, de très coloré. Et pour compléter ce que je disais, vous citiez tout à l'heure le Printemps des poètes. Notre collectif Lauriamont a été choisi par la ville de Dijon l'année dernière avec les éditions L'Atelier des Noyers pour co-organiser le Printemps des poètes à Dijon chaque année. Donc, le Printemps des poètes, c'est une manifestation nationale avec un gros volet national, avec une thématique chaque année nationale. Et nous, à Dijon, l'Atelier des Noyers et le collectif Lauriamont, nous organisons cet événement pour la ville de Dijon. En tout cas, on voit que vous êtes bien dynamique. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, cette dynamique-là, je pense qu'on peut obtenir cette dynamique aussi parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne, ce n'est pas le travail d'un seul artiste, d'où l'idée du collectif. Vous posiez tout à l'heure la question par rapport à cette forme de collectif, parce que justement, l'idée d'être en collectif et de travailler en collectif génère cette dynamique-là. Parce que quand il y en a un qui va être un petit peu moins dans cette dynamique, il y a toujours le reste du groupe qui va porter haut et emmener et tirer vers le haut. Et je crois que chacun, on se pousse, on se tire vers le haut, on se redynamise quand il y a besoin. Là, on vient de passer 2 années compliquées, tout le monde le sait. Et d'être en collectif, justement, c'est Oui, primordial. c'est ça. Justement, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Comment avez-vous traversé la crise sanitaire des 2 dernières années? Alors, il y a des artistes qui nous disent qu'ils en ont profité pour créer justement autrement ou pour créer. Et vous, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça vous a bloqué ou au contraire Alors, boosté? déjà, comme tout le monde, on s'est pris un mur et comme tout le monde, on a été pris de court. Et oui, je pense que l'image, pour le coup, qui est peut-être un petit peu
un petit peu vulgaire, je ne sais pas, mais se prendre un mur, je crois que c'est vraiment la bonne parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver et tout le monde s'est retrouvé stoppé net, quoi, et ça, c'est assez violent. Après, comme tout le monde, je crois, on n'a pas eu une façon ou une réaction, mais des réactions et des façons de le gérer. Passer le choc et le stop net, l'humain a peur du vide et je crois qu'on a justement fait en sorte de remplir ce vide et cette angoisse-là. Alors, nous, artistes, ça nous a permis effectivement de s'emparer du temps pour créer, parce que souvent, on se plaint de ne pas avoir de temps pour créer. Il faut rappeler que nous sommes des artistes et que normalement, la matière première et notre temps premier, c'est la création. Aujourd'hui, on vit une époque où malheureusement, un artiste qui utilise 100% de son temps pour créer, ça n'existe presque plus ou pas. Parce qu'on est pétri par de l'administratif, par tout un tas de choses à gérer à côté. Et du coup, là, on a repris, on a redécouvert ce temps de création et ça, c'était plutôt agréable, je dois dire. Après, ça nous a permis de faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal, de peaufiner ce qu'on n'avait pas le temps de peaufiner artistiquement. Ça nous a permis de préparer la suite parce que généralement, on est dans un rythme effréné, on court tout le temps, on laisse de côté certaines choses et voilà. Là, on a pris le temps d'aller démarcher autrement, d'aller chercher des projets autrement, d'aller chercher ailleurs surtout. Nous, le collectif Fleuret Amont, jusqu'à 2019, on était assez Bourgogne dans le rayonnement géographique. Grâce à tout un tas de projets et de rencontres en amont, on a pu développer géographiquement et sortir et aller du côté du Finistère, à Paris, dans le nord de la France, enfin, développer autrement et plus largement. Ces 2 années-là de pandémie nous ont permis de le faire aussi, malgré tout, d'aller plus loin et de conforter des partenariats au-delà de la Bourgogne. Et puis après, justement, ce projet de maison d'édition qu'on est en train de lancer, on en rêvait depuis 4-5 ans. On commençait à travailler tout doucement, mais on n'avait pas le temps d'y travailler suffisamment. Et je crois que ces 2 ans passés, là, nous ont permis de vraiment bosser à fond sur ce projet pour le lancer maintenant. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la création artistique contemporaine. Quels sont ses atouts et ses limites? Alors, moi, là encore, c'est par des rencontres fondatrices que j'ai été amené à découvrir l'art contemporain et à apprendre, à comprendre et à lire l'art contemporain, parce que l'art contemporain, c'est vaste et c'est quelque chose, pour certaines parties, qui est complexe. J'ai dit apprendre parce que je crois que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est une forme d'éducation, l'art contemporain. Apprendre à regarder une œuvre, à la comprendre, à la saisir. On entend beaucoup de choses sur l'art contemporain. L'art contemporain, il est fait de beaucoup de choses, beaucoup de courants. Moi, par exemple, dans ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est, je vais citer un exemple parce que c'est celui qui me vient en tête et que j'aime particulièrement, c'est tout ce qui se fait, par exemple, à la Halle Saint-Pierre à Paris, le mouvement H-E-Y, qui comprend un peu le pop art, l'art moderne, des choses comme ça, l'art brut un peu. Et moi, je suis très passionné et amoureux de ces formes d'art-là. Donc, l'art contemporain, moi, j'aime beaucoup. Chez nous, on a une petite partie comme ça, mais pas complètement non plus. Parce que, par exemple, à Dijon, l'art contemporain, c'est plutôt le FRAC, le consortium ou des structures beaucoup plus pointues, beaucoup plus poussées comme ça. Aujourd'hui, c'est une économie, c'est très critiqué, je le sais aussi, c'est une économie qui brasse beaucoup d'argent, certains disent que tout va vers cette économie-là. Je pense qu'effectivement, il y a une grosse part qui va vers ça, mais pas que. Enfin, moi, je connais et je côtoie des gens qui sont très spécialisés et uniquement dans cette forme de l'art contemporain. Je pense qu'il faut une place pour tout le monde, il faut une place pour toutes les expressions. Voilà. Enfin, moi, c'est en tout cas ce qu'on porte, nous, chez nous, au sein du collectif, l'idée que l'art contemporain doit se démocratiser, doit s'ouvrir, doit être vaste et doit être accessible à tous. Est-ce que vous pensez que l'environnement juridique et fiscal de la profession des artistes-auteurs est favorable à la création ou pas? C'est un vaste débat qui mériterait beaucoup de choses, mais et de temps. Là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on parle de statut de l'artiste. Alors, moi, j'ai fait partie des théâtres occupés il y a quelques temps, donc forcément, dans l'engagement, je suis là. Là-dessus, je dirais que malheureusement, en France encore, tous les artistes n'ont pas de statut, et ça, c'est déplorable.
Nous, par exemple, artistes du spectacle vivant, nous avons l'intermittence. Donc, nous avons un statut qui est clair, qui est défini, et c'est une chance. Mais par exemple, les illustrateurs, ces gens-là, alors là aujourd'hui, il y a ce nouveau compte URSAF artiste-auteur qui a été créé, mais il n'y a pas de statut réel créé comme l'intermittence, par exemple, pour le spectacle vivant. Et ça, nous le déplorons parce que ça n'est pas normal que nous, côté spectacle vivant, nous ayons la chance d'avoir un soutien financier de par notre travail avec l'intermittence, mais pas les illustrateurs, les photographes, les auteurs. Donc ça, ce serait un peu ma requête et mes doléances là-dessus. Ça devient de plus en plus complexe aussi en France, mais ça, c'est pas une nouveauté. On sait que côté administratif, c'est toujours compliqué en France pour les artistes, sans compter qu'un artiste, au départ, ne sait pas forcément bien gérer toutes ces parties-là, tout ce qui va être juridique, droit. Alors, j'en reviens à l'idée du collectif, hein, parce que pourquoi une structure, pourquoi un collectif? Ben justement parce qu'un artiste qui va être tout seul dans son coin, souvent va être en galère pour gérer toutes ces parties-là. Un artiste qui fait partie d'un collectif comme le nôtre va avoir la chance que toute cette partie-là sera gérée par le collectif. Et que du coup, soit il n'a pas à s'en occuper, et c'est quelque chose qui vraiment l'effraie, et la personne ne connaît rien là-dedans, donc du coup, il va se dire, ben voilà, c'est géré. Ou alors, ça va lui permettre d'apprendre justement à le gérer et à s'emparer de ce volet-là. Est-ce que ces statuts-là permettent aux artistes de créer? Le statut d'intermittent nous permet un confort quelque part pour pouvoir continuer à travailler et continuer à créer, c'est une certitude. Après, je ne vais pas vous dire qu'on ne doit pas se battre parce qu'on le sait, dans l'histoire de l'intermittence en France, il y a eu des combats, et il y en a eu des combats, il y a eu des combats très importants et je crois qu'il va y en avoir d'autres. Les statuts nous permettent d'avancer et de créer, mais il y a aussi dans toute chose des freins et des complexités. Et en France, la partie juridique et administrative est particulièrement complexe. Est-ce que vous avez des facilités à exposer ou à faire connaître vos créations et à vivre de votre art? Alors, nous, au sein du collectif, nous sommes tous artistes professionnels et nous vivons tous de nos activités artistiques. Mathieu Louvrier vit de son travail de peintre, d'illustrateur et de ses interventions d'atelier. Moi, je vis de mes livres, de la chanson, de mes concerts, de mes mises en scène de théâtre, enfin, et des ateliers que j'anime. Donc nous, on est tous en fait artistes professionnels et nous avons la chance de vivre de nos activités artistiques. C'est pas le cas de tout le monde. Je connais beaucoup d'artistes qui sont obligés d'avoir une activité en parallèle pour pouvoir vivre et qui ne peuvent pas malheureusement vivre de leurs activités artistiques. Nous, on a la chance, mais vraiment, je le dis, une chance incroyable de pouvoir exposer, de pouvoir faire des concerts, d'avoir à Dijon ici des salles à disposition, parce qu'on a des soutiens précieux. On a le soutien de la ville de Dijon qui nous prête des salles pour exposer, pour faire des concerts, pour créer parfois aussi, qui nous prête des locaux pour entreposer le matériel. On a la chance d'avoir des locaux pour intervenir sur des ateliers. On a la chance d'être soutenu par le conseil départemental, conseil régional, par la DRAC pour proposer des projets socioculturels. Donc, je serais malhonnête et mal placé pour dire qu'on n'a pas de chance et qu'on ne peut pas travailler. Nous avons une force de travail, vous l'avez dit tout à l'heure, une dynamique au sein du collectif. Nous sommes force de proposition sur des projets, que ce soit des projets artistiques ou socioculturels auprès des habitants, mais nous avons en face la chance d'avoir des interlocuteurs qui disent oui et qui nous permettent aussi de le faire financièrement et matériellement aussi. Nous avons des soutiens et c'est très important. C'est vrai qu'on a plutôt des retours en général, d'artistes un peu en difficulté justement pour trouver des lieux de création, des lieux d'exposition. Parfois aussi, je ne sais pas si on peut dire un manque de reconnaissance de la part des institutions. Ça revient souvent donc c'est important justement de le dire. Je vais pas vous dire que tout est à 100% formidable parce que, par exemple, là, l'année dernière, pendant la période Covid,
Moi, côté théâtre, j'ai travaillé sur une création autour de textes d'Hervé Guibert sur la vie de la comédienne et humoriste Zouk. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en espace, qu'on a mis en scène avec une comédienne sur scène. C'est bien beau de créer, mais après, il faut tourner ces spectacles-là parce qu'il faut les montrer, il faut que chaque acteur puisse vivre de son travail. Bon, là où c'est compliqué, c'est la diffusion. C'est-à-dire trouver des dates, trouver des lieux pour diffuser les spectacles. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile et compliqué. Sans compter que depuis le Covid, enfin, il existe ce qu'on appelle aujourd'hui l'embouteillage culturel. C'est-à-dire que depuis la reprise après la période Covid, on a tout ce qui n'a pas été programmé en 2020-2021 et qui a été repoussé, reporté, qui s'est mis en place et qui, du coup, n'a pas permis de programmer les nouvelles créations ou qui fait que ces créations-là sont programmées sur 2023, 2024, 2025. Quoi. Donc, c'est un embouteillage culturel qui fait que c'est un peu galère en ce moment. Ça, c'est certain. Et trouver des lieux et des dates pour tourner des spectacles, ça devient compliqué. Pour une toute petite structure comme la nôtre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est tout petit, c'est toujours beaucoup de travail et beaucoup de refus et c'est compliqué. Mais je ne voulais pas négliger ce que j'ai dit avant. On a la chance, malgré cela, nous, en tout cas à Dijon, d'avoir des soutiens précieux et de longue date, parce qu'on travaille avec la ville de Dijon depuis presque 20 ans, je crois, et puis d'autres partenaires également. J'ai peut-être oublié d'en citer, mais qu'ils m'excusent. Mais en tout cas, on a quand même aussi la chance d'avoir des partenaires solides. Oui, à propos des partenaires, j'ai vu sur votre site que vous avez quand même de nombreux partenaires aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. On a des partenaires institutionnels, mais on a aussi des partenaires de structures artistiques. J'ai cité tout à l'heure les éditions Mutine, les éditions L'Atelier des Noyers, mais ça c'est pour la partie édition et développement parfois de projets. Mais on en a d'autres aussi. On a des centres culturels, des centres sociaux, voilà, des maisons de quartier avec qui on travaille. Enfin, des partenaires, on en a beaucoup. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. On sait très bien que, comme je disais tout à l'heure, l'idée d'être en collectif déjà, c'est parce que ça nous permet de faire plus de choses, mais d'avoir beaucoup de partenaires et des partenaires solides et qui vous font confiance et qui reconnaissent votre travail, ça permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que l'art est engagé ou doit l'être, ou devrait l'être? Là aussi, c'est compliqué parce que j'ai pas de leçon à donner. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait partie des artistes qui se sont fortement engagés au moment des théâtres occupés en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi, quand il faut l'être, je le suis, enfin je pense l'être. Quand il faut aller dans la rue pour dire non ou revendiquer des choses, je pense être là. À ma façon, et je pense que nous, au sein du collectif, à notre façon, je pense que nous sommes engagés même de par certaines créations. Je parle tout à l'heure de la création du spectacle autour des textes d'Hervé Guibert sur la vie de la comédienne Zouk. C'est un spectacle qui parle de l'enfermement psychiatrique. Je pense que là, ce propos-là, il est quelque part engagé par rapport à cet univers et ces conditions de vie-là. C'est une forme d'engagement aussi. Que je vois le travail de Mathieu Louvrier sur certaines thématiques, je pense qu'il a une forme d'engagement aussi de par sa création. Certains textes également qu'on peut écrire. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Je pense que c'est propre à chacun. Je pense qu'aujourd'hui, malgré cela, on vit une époque qui est quand même compliquée. On le sait aussi de par ce qu'on vient de vivre et de par ce qui va arriver derrière. On nous le rabâche sans arrêt tous les jours au quotidien, malheureusement aux actualités aussi. Je pense que si on n'est pas un tant soit peu engagé en tant qu'artiste, ça va être compliqué. Je pense également que nous, artistes, on a une voix, on a un mode d'expression, on a la possibilité, contrairement à d'autres, de pouvoir s'exprimer ouvertement, assez librement encore, et on a la parole. On a la parole, on nous tend les micros quand même. On a des scènes, on a des places, on a des moments clés où on s'adresse à du public. Donc je pense que à des moments clés, à des moments forts, c'est un peu de notre devoir parfois de prendre cette parole et de dire les choses. Ouais, je crois. Donc, un sujet qui nous tient à cœur, la place des femmes dans le monde de l'art. On voudrait savoir, enfin, connaître votre opinion à ce sujet, ainsi que la place que vous leur réservez ou pas au sein de votre collectif.
Je vais même aller au-delà de cela parce que nous, au sein du collectif, on travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des projets socio-culturels et avec et pour des publics en grande difficulté. Donc, du coup, on brasse un public divers et varié et des thématiques fortes. La place de la femme, les droits de la femme, tout ce qui va toucher à la population LGBT également. Enfin, là, je dis LGBT, mais aujourd'hui, je devrais rajouter tout un tas d'autres appellations derrière. Nous, en tant qu'artistes, en tant que personnes et en tant que collectif, nous nous battons au quotidien et parfois même jusque dans nos créations, là, c'est certain, sur toutes ces thématiques-là. Mathieu Louvrier n'a jamais cessé de créer par rapport à des choses justement pour dénoncer ou pour ouvrir ou pour parler du milieu LGBT. Sylvie Dequin, qui a créé le collectif et qui travaille à nos côtés, est une féministe pure et dure. Nous travaillons parfois sur ces thématiques-là. Donc, en fait, la femme et les minorités, puis dans ce que vous dites, le genre en général, enfin, la problématique du genre. Oui, tout à fait. Nous, c'est quelque chose, là, on parlait tout à l'heure de notre projet d'édition. Nous aurons au sein de cette maison d'édition un volet sur ces thématiques-là. Et nous aurons au moins une publication par an sur des choses concernant ces thématiques-là, ces personnes-là, ces publics-là, ces minorités-là. Alors, par rapport au collectif, moi, je déplore qu'il n'y ait pas assez de femmes dans notre collectif. C'est quelque chose que j'espère on va réussir à ouvrir davantage à partir de l'année prochaine, justement. Et après, c'est le fruit du hasard aussi. Mais voilà, là aussi, nous sommes très engagés, vraiment. Et donc, j'ai une dernière question. Quels seraient vos souhaits pour améliorer la condition des artistes dans le futur? Je le disais tout à l'heure, la première chose, ce serait que chaque artiste dans chaque, pas comment dire, médium, département, activité ait un statut. On a un président aujourd'hui qui a dit et qui clame haut et fort que chacun doit aller de l'avant et doit créer son statut. Et il faudrait qu'il y ait un statut pour ces gens-là. Nous, artistes du spectacle vivant, encore un coup, on a un statut, certains ne l'ont pas. Donc voilà, pour l'avenir, ce serait d'abord ça. Ensuite, qu'on continue à se battre pour la liberté de l'expression, parce que même si certains disent que nous avons encore beaucoup de liberté d'expression par rapport à d'autres pays, et Dieu merci, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que pour la conserver, il faut se battre. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est grignoté pas à pas. Et donc, mon souhait, c'est que non seulement cette liberté d'expression retrouve sa splendeur d'antan, et parce qu'il y a eu parfois beaucoup plus de liberté d'expression qu'il n'y en a aujourd'hui, qu'elle s'épanouisse, et que la diversité, que la diversité continue à exploser, et que dans ce milieu qui, aux yeux du public, est très ouvert, mais ne l'est pas forcément, parce qu'au sein des artistes, il y a parfois aussi des rancœurs, des jalousies, et il n'y a pas forcément une volonté chez tout le monde de travailler collectivement. Mon souhait serait qu'on soit capable de travailler encore plus ensemble, nous les artistes. Ce serait assez formidable, même si ça se fait déjà pas mal, hein, mais pas complètement non plus, et ce serait chouette. Ouais. Ouais. Nous, on l'expérimente là de plus en plus grâce à la Coursive Boutarique à Dijon, qui fédère et qui permet de créer du réseau entre artistes et de créer ensemble des projets aussi. Voilà, je pense que ce sont des initiatives importantes. D'accord. Merci beaucoup, Alan. Donc, Merci à vous. que je vais mettre fin à cette Ben, interview. merci Au beaucoup revoir. pour votre accueil. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.